Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire qui va un peu faire le tour des fiches pratiques pour le milieu du travail. On est bien content que vous soyez là, on est très content de cet outil-là qui est sorti, puis on est content de pouvoir vous offrir aussi un webinaire afin un peu de vous accompagner à travers là, cet outil-là qui est à la fois très utile. On l'espère du moins. En micro fermé pour les spectateurs ainsi que caméra fermée. On va mettre à votre disposition à la suite du webinaire. Je vais envoyer par courriel et ça va être aussi disponible sur la page Aliments du Québec au menu le webinaire que vous pourrez réécouter ou partager et aussi vous donner un accès aux fiches pratiques que vous pouvez télécharger en format PDF. Pour les fiches pratiques qui sont en français pour l'instant, on va avoir une version anglophone probablement à l'hiver. On vous tiendra au courant pour la version anglophone. Puis elle sera à ce moment-là disponible aussi sur le portail Aliments du Québec au menu. Alors, aujourd'hui, Mathilde de Aliments du Québec, je vais partager la présentation avec vous. Et pour ce faire, je vais être avec ma collègue Dominique Lacroix de Équiteur, à qui je cède la parole. Merci. Donc, je vais vous présenter un petit peu le projet dans sa globalité et un peu les objectifs avant de commencer. Donc, on a produit une série de 8 fiches pratiques qui s'intitule La recette clé pour un approvisionnement local et éco-responsable dans les institutions du Québec. Donc, 8 fiches, dont une fiche d'introduction un peu plus justement générale qui décrit le contexte et tout. Celle-là est disponible sur chacun de nos sites. Des fiches pour chacun des milieux, petite enfance, scolaire, collégiale, universitaire, milieu de travail, milieu de la santé. Et on a aussi produit une marche à suivre qui est dirigée justement directement pour les fournisseurs de services alimentaires. Donc, aujourd'hui, on présente la fiche pour le milieu du travail qui est essentiellement, en grande majorité, là, un milieu où les services alimentaires sont en gestion contractuelle. La fiche est bâtie pour donner des conseils justement quand on va en appel d'offres. Donc, il y a aussi plusieurs étapes qui vont vous être présentées qui touchent ce volet-là. Mais il y a aussi beaucoup d'informations qui sont intéressantes aujourd'hui pour les fournisseurs de services alimentaires. On va vous présenter ce que comprend là, la marche à suivre pour les entreprises de gestion de services alimentaires. Bon, on vous invite à rester parmi nous, que vous soyez un milieu de travail ou un fournisseur de services alimentaires. Donc, l'objectif des fiches, c'était vraiment de fédérer, de rassembler de l'information, des outils, mais aussi de répondre à un besoin, parce qu'on a travaillé avec plusieurs milieux institutionnels et d'être accompagné. C'était quelque chose qui était nommé quelque chose de vraiment important dans une démarche d'approvisionnement local et éco-responsable. Et puisqu'on ne peut pas être partout à la fois, cette fiche est un peu comme le début, un accompagnement papier qui peut vous permettre d'amorcer, puis après ça, d'aller chercher justement les ressources, les programmes qui peuvent vous accompagner davantage. Donc, tout cet aspect-là. Donc, vous inspirer, susciter l'engagement ou vous outiller. Donc, sont tous les objectifs de ce projet-là. Donc, pour rentrer directement justement dans le vif du sujet, on va commencer par se présenter, présenter brièvement nos organisations. Mais avant tout, je voudrais vous présenter un peu mieux justement tous les intervenants aujourd'hui. Donc, Mathilde d'Aliments du Québec, la coordonnatrice du programme Aliments du Québec au menu. Il y a aussi Maude Rousset-Bosson, qui est stagiaire en alimentation chez Équiteur et candidate à la maîtrise en environnement. Et un peu plus tard, on aura un invité, M. Alain Girard, qui est professeur-chercheur à l'UPHQ et qui est annexé là, au Gastronomic Lab. Donc, on va l'introduire un peu plus tard. Donc, Mathilde, je t'invite à, excusez-moi, je vais entrer dans la présentation et demander à Mathilde de présenter son programme. Oui, bien, en fait, c'est vraiment juste pour vous faire un petit survol. Vous qui connaissez probablement déjà Aliments du Québec au menu pour les logos qu'on repère sur les produits ou dans les marchés de détail. Aliments du Québec, c'est fondé par la filière agroalimentaire depuis 1996, donc ça fait quand même quelques années qu'on navigue dans les produits d'ici. Puis en 2016, on a inauguré le programme Aliments du Québec au menu pour les institutions. Suite à 2014 où on avait fait pour les restaurants, on a senti un besoin aussi d'avoir quelque chose pour les institutions. Donc, c'est vraiment là, dans un but là, de trouver les produits d'ici et de guider les consommateurs dans toutes les occasions, que ce soit à l'école, que ce soit au travail ou que ce soit quand on fait les courses à la maison. Donc, on est vraiment là pour faire la promotion. Puis, on est là aussi pour être un peu des leviers pour des initiatives en alimentation locale dans différents milieux, du pourquoi de notre association, entre autres, avec Équiteur sur divers projets. Donc, et maintenant, c'est au tour de Dominique pour Équiteur.
Donc, à mon tour de vous citer notre mission, donc Équiterre, qui est une organisation qui propose des solutions concrètes pour accélérer la transition vers une société où les citoyens, organisations, gouvernements font des choix écologiques qui sont également sains et équitables. Plus sur le terrain, Équiterre, depuis plus de 20 ans, près de 20 ans, on travaille à favoriser l'alimentation saine, locale et co-responsable dans les institutions. On a travaillé avec différents acteurs de différents milieux, que ce soit la petite enfance, le milieu scolaire, plus récemment les établissements de santé, mais aussi des entreprises, des campus collégiaux, universitaires. Donc, on a toutes sortes de projets, soit éducatifs ou d'approvisionnement, qui sont directement liés au milieu institutionnel. Donc, voici pour nos organisations en bref. Alors, j'invite maintenant Maude qui va justement entrer dans le vif du sujet. C'est ça, donc bonjour à tous. En fait, la fiche commence par un portrait global du secteur du milieu du travail et le fonctionnement du service alimentaire dans ce secteur. Mais je vais commencer d'abord par vous parler des différentes icônes qu'on peut trouver tout au long de la fiche et qu'on va pouvoir retrouver ici dans la présentation, tout au long aussi de la présentation. En fait, à chaque fois que vous allez voir une des 4 icônes que vous pouvez voir sur la première ligne, ce sont des icônes qui font référence à des ressources que vous pourrez retrouver dans la page ressources à la fin de la fiche. Donc, par exemple, la première icône, programme d'accompagnement, si vous vous référez à la même icône qui est située sur la page ressources à la fin de la fiche, vous allez avoir une liste de programmes pouvant vous accompagner dans votre démarche. Donc, par exemple, Équiterre, Aliments du Québec, etc. Donc, on y reviendra par la suite. La deuxième icône, c'est des listes de fournisseurs, notamment des répertoires d'aliments, des noms de réseaux aussi qui peuvent vous aider dans votre démarche. Vous avez aussi pour la troisième icône des outils pratiques qui pourront vous aider ou encore des documents de référence qui pourront aussi vous aider. Pour les 2 icônes qui sont situées sur la ligne inférieure, en réalité, à chaque fois que vous allez voir ces 2 icônes, souvent lorsqu'on va vous parler d'un exemple de milieu de travail, ça vous explique si le service alimentaire de cet exemple-là est autogéré ou alors en gestion contractuelle, c'est-à-dire avec un fournisseur de services alimentaires. Maintenant, je vais rentrer dans vraiment le vif du sujet, vraiment concernant le milieu de travail. Donc, qu'est-ce que la fiche entend par milieu de travail ? Ce sont des entreprises et des organisations qui sont soit privées, publiques ou parapubliques. Il faut savoir qu'il n'y a vraiment qu'une portion en réalité des milieux de travail qui offrent la possibilité à leurs employés de débourser un repas sur place, c'est-à-dire qu'ils ont un service alimentaire. Et si on considère l'ensemble des milieux institutionnels, donc que ce soit CPE, petite enfance en général, cégep, université, hôpitaux, etc., le marché du secteur alimentaire des milieux de travail est assez minime puisqu'il ne représente que 4% de l'ensemble des ventes pour le milieu institutionnel. Ça paraît peu, mais pourtant c'est quand même un secteur qui est très important et qui a surtout des particularités qui le rendent aussi important et pertinent pour avancer vers une démarche locale, saine et co-responsable, notamment parce que son public est assez différent des autres secteurs, puisqu'on a affaire ici à des individus qui sont salariés et qui ont donc un pouvoir d'achat, ce qui peut donc être bénéfique et être vraiment une opportunité pour développer un secteur, un service alimentaire justement sain, local et éco-responsable. Au niveau du coût repas, souvent le coût est moins important que dans les services de restauration commerciale. Et il peut parfois être subventionné par l'entreprise ou l'organisation, notamment à titre d'avantage social. Très souvent, lorsqu'on va avoir un service alimentaire dans une organisation, dans une entreprise, ça reflète vraiment les valeurs de l'employeur. Au Québec, les services alimentaires, comme ça a déjà été mentionné par Dominique, très souvent, ils sont en gestion contractuelle, c'est-à-dire que c'est un fournisseur de services alimentaires qui va s'occuper du service alimentaire et c'est très rarement un service qui est interne, qui est géré à l'interne et donc qui est en autogestion. Une particularité aussi, c'est que contrairement à d'autres secteurs, comme je pense ici par exemple aux hôpitaux ou au cégep, aux universités, ce ne sont pas vraiment des cafétérias, ce sont vraiment de réels restaurants qui sont proposés, notamment parce qu'il faut faire face à la compétition d'autres restaurants environnants, notamment si le milieu de travail se situe en centre urbain. Concernant les fournisseurs de services, on remarque de plus en plus
ils arrivent à se démarquer avec des caractéristiques de développement durable. Donc, par exemple, on va avoir de plus en plus de fournisseurs qui vont être reconnus Aliments du Québec ou qui vont être soucieux des contenants. Ça va être sûr que les contenants sont réutilisables. Donc, c'est une démarche qu'on voit de plus en plus arriver et qui est faite à la fois pour satisfaire les clients qui eux-mêmes veulent satisfaire évidemment leurs usagers. Je vais maintenant laisser la place à Mathilde qui va vous proposer un petit sondage. C'est ça. Mathilde. Il faut mettre le micro, Mathilde. On ne t'entend pas. Excusez-moi. Je vous laisse ça. J'aimerais juste savoir, là, parmi les personnes qui sont présentes, dans quel secteur vous vous retrouvez. Êtes-vous en autogestion? Êtes-vous en gestion contractuelle? Êtes-vous un fournisseur de services alimentaires ou ça ne s'applique pas? Parfois, vous êtes des représentants de table ou d'autres organisations. Donner quelques temps, mais c'est pas mal un peu ce qu'on s'attendait là, à des fournisseurs de services alimentaires là, sont présents aujourd'hui parce que c'est souvent vous qui œuvrent là, dans le milieu du travail. Fait que pour l'instant, en direct, on n'a personne au niveau de l'autogestion, mais on espère pouvoir réutiliser ce webinaire-là pour le présenter à ceux qui sont en autogestion. Donc, on va quand même parler là, de ce qui peut vous concerner aussi au niveau de l'autogestion. Je redonne la parole à Dominique. Oui. Alors, donc, me voici. Donc, on va explorer un petit peu avant de rentrer dans les étapes qui peuvent vous permettre d'amorcer une démarche d'approvisionnement local éco-responsable en milieu de travail. Certains ingrédients qu'on a mis ainsi, donc les leviers et les défis qui peuvent se présenter et puis qui peuvent justement être favorables et freiner ces démarches-là. Donc, pour ce qui est des leviers, c'est évident, mais la motivation soit de l'entreprise à aller recruter un fournisseur alimentaire qui a ces valeurs-là ou la motivation même au sein de l'organisation qui offre le service, donc la compagnie qui offre le service alimentaire est indéniable. La demande, c'est certain. Donc, si on est dans un milieu où il y a une demande pour des aliments frais, locaux, éco-responsables, si cette demande-là met de la pression sur le service, bien, éventuellement, l'impact pourrait se faire sentir plus rapidement. Au sein de l'entreprise, si on a une politique plus souvent de développement durable qu'alimentaire, si on est en gestion contractuelle, mais certains principes peuvent guider notre choix justement de fournisseur alimentaire. Puis, si on est un fournisseur, bien, si on a ce même genre de politique au sein de notre organisation, notre entreprise, ça peut aussi être justement un gage de pérennité et de cohérence dans les pratiques. Et puis, c'est ça. Les valeurs de l'entreprise, comme l'a dit Maud tout à l'heure, c'est que selon le type d'entreprise, parfois, on s'affiche d'une certaine manière selon notre champ d'action, mais de faire en sorte que les valeurs d'entreprise se reflètent aussi dans le service alimentaire, c'est un levier qui peut être présent. Pour ce qui est des défis, déjà, si l'entreprise qui cherche un fournisseur tombe sur, justement, n'a pas fait nécessairement de démarche au préalable et que l'offre alimentaire n'est pas vraiment priorisée tant au niveau de l'entreprise que de chez le fournisseur alimentaire, bien, on va partir avec quelques pas derrière. Pour ce qui est de l'intérêt du fournisseur en place, souvent, les appels d'offres se font à des fréquences déterminées, ça peut être plusieurs années. Donc, si on désire amorcer une démarche ou encourager notre fournisseur, mais qu'on est 4 ans avec un fournisseur en place qui a peu d'intérêt pour ce genre de démarche-là, ça peut être plus difficile. Le système d'appel d'offres, justement, quand on va recruter notre fournisseur, souvent, les critères qui sont sélectionnés par la majorité des entreprises qui font ce processus-là, ça va être de choisir la soumission la plus basse au niveau du prix. Et ça ne nous permet pas parfois donc d'aller chercher peut-être la petite plus-value qui sera peut-être un petit peu plus chère, mais qui rencontrerait ces valeurs-là. Puis la compétition, comme on l'a nommé tout à l'heure, donc les fournisseurs de services alimentaires en milieu de travail sont souvent dans les milieux où il y a d'autres offres commerciales, comme on disait, à proximité. Donc, ils se doivent d'être compétitifs pour attirer la clientèle qui peut aussi se déplacer et aller vers d'autres services. Donc, voici les défis. Quand
comment monter les fiches? Dans la fiche, il y a justement toutes les sections qu'on vous a présentées, un portrait global, défis, leviers, puis il y a le cœur de la fiche qu'on appelle les étapes de préparation. Donc, c'est vraiment la marche à suivre pour s'approvisionner davantage localement. Et comme je vous l'ai dit au départ, dans cette fiche-là, il y a tout un volet qui est consacré là, à l'intégration de ces valeurs-là dans le processus d'appel d'offres. Donc, les étapes peuvent être quand même interchangeables selon comment on veut travailler, mais nous, on s'est basé beaucoup sur l'expérience des gens qu'on a rencontrés. Donc, dans le milieu de travail, on a fait certaines entrevues, mais on a aussi fait des entrevues pour tous les autres secteurs, ce qui fait qu'on a une vision de ce qui se passe dans le milieu de travail, mais on a aussi une vision plus globale qui nous a permis de dresser ces étapes-là. Donc, le milieu de travail ressemble au milieu collégial au niveau de sa façon d'aborder les démarches d'approvisionnement local et co-responsable. Donc, les étapes ont été déterminées en fonction de toute cette expertise-là, toute cette connaissance qu'on est allé chercher en entrevue et dans la littérature. Donc, avant de commencer, un petit conseil préalable. Donc, on le dit, on le répète, mais intégrer les valeurs qu'on souhaite retrouver au niveau du service alimentaire dans le contrat, c'est vraiment le gage qui va permettre d'aller chercher le fournisseur qui va pouvoir répondre à nos attentes. Par contre, si la négociation n'est pas en vue, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Donc, tenter d'amorcer une discussion avec le fournisseur, voir ce qu'il fait déjà, parce que parfois, entre une institution et un fournisseur, il y a peu de communication, mais il y en a pour donner le contrat, mais parfois, ils sont déjà en démarche, puis ça serait intéressant de le savoir, puis de voir qu'est-ce qui peut être fait en collaboration ou qu'est-ce qui peut être demandé malgré tout, même si le contrat est déjà en marche. L'encourager à joindre une reconnaissance, lui partager cette information-là et peut-être lui partager la marche à suivre pour les entreprises de gestion de services alimentaires qui va vous être présentée à la suite des étapes là, que je vais vous présenter par Mathilde. Donc, les étapes. Première étape, là, on est toujours dans l'histoire d'aller rédiger un appel d'offres qui correspond à ce qu'on veut dans notre service alimentaire. Donc, on commence par rassembler les expertises. Que ce soit les gestionnaires de l'entreprise, de la gestion contractuelle, si c'est le cas dans votre milieu de travail, ça peut être le responsable du développement durable. On peut même intégrer des membres du personnel motivés. On va à l'idéal, mais tout dépendamment de la grosseur puis du fonctionnement de votre entreprise, si vous êtes une entreprise. Vous pouvez aussi inclure d'autres types de critères dans vos appels d'offres, donc d'aller voir une nutritionniste, d'inclure plusieurs experts à la réflexion, ça peut être vraiment pertinent. Pour les définir, ces attentes-là, ce qu'on peut faire, donc, essayer de voir ce qui s'est fait ailleurs. Donc, la plupart des gens qui ont cheminé de ce côté-là ont consulté d'autres acteurs qui avaient fait le même processus. Donc, vous pouvez vous inspirer d'autres organisations qui sont passées par là. Et comme on a dit, toujours faire référence à vos politiques en vigueur. Sondez vos usagers, donc voir est-ce qu'il y a de la demande dans mon milieu, est-ce que les valeurs que je veux mettre en valeur dans mon service alimentaire vont être valorisés par les employés. Est-ce que c'est des produits qui sont recherchés? Et consulter des devis qui ont déjà été rédigés par d'autres. Et justement, dans la fiche, on a un exemple. C'est un exemple du milieu collégial qu'on a trouvé, mais qui pourrait s'appliquer autant pour un milieu de travail. Donc, le Collège de Rosemont nous a partagé un devis qui a été rédigé. Donc, c'est un document très exhaustif, mais très, très parlant, qui vous donne vraiment toutes les exigences qui étaient demandées à leur contrat, à l'exception de quelques petites clauses confidentielles qui ont été enlevées, mais c'est très, très informatif. Donc, alors, pour la rédaction de ce devis-là, comme je vous dis, dans la fiche, toutes les étapes sont écrites. Puisque vous êtes en majorité des fournisseurs de services alimentaires, je ne vais pas tout détailler les petites étapes, mais il y a vraiment comme justement à explorer cet aspect-là dans la fiche. Et ensuite, la même chose pour le processus de sélection, je vais l'effleurer rapidement, mais justement, déjà dans la façon d'aller solliciter les fournisseurs, ça peut être une manière, selon ce qu'on choisit, on va aller chercher différents types d'offres. Donc, on peut y aller avec un appel d'offres public qui va nous ouvrir un grand nombre de fournisseurs, mais parfois, on peut décider de cibler par un appel d'offres sur invitation, négociation gré à gré, on a quelqu'un en tête, on s'assoit, on discute. Donc, selon ce qu'on va choisir ici, bien, on va avoir plus ou moins de choix, mais ça peut être un travail qu'on a fait au préalable puis qu'on sait déjà ce qu'on veut.
Pour l'adjudication, qui est une autre étape, ça aussi, c'est très bien détaillé dans la fiche, mais notre façon de choisir, donc le processus, les critères qui vont vous permettre de choisir, c'est important d'y réfléchir parce que selon ce qu'on choisit, c'est là qu'on va être soit limité à choisir le prix uniquement, mais il y a moyen d'intégrer d'autres aspects au choix. Et puis, c'est au moment de rédiger le devis qu'on doit choisir ça aussi. Donc, à explorer dans la fiche. Donc, pour que ça puisse fonctionner, une fois qu'on a choisi le fournisseur puis qu'il est en place, les expériences qu'on a rencontrées nous ont dit que de favoriser une collaboration avec le fournisseur, de mieux se connaître puis de pouvoir échanger, peut-être de développer un projet pilote conjointement, donc y aller avec quelque chose de simple au début puis tester la réponse pour encourager à faire d'autres actions par la suite. Sinon, même si l'entreprise peut proposer de l'aide, des ressources nécessaires, par exemple au niveau des infrastructures, le fournisseur arrive en place, au niveau de la cuisine, qu'est-ce qui est disponible qui pourrait favoriser l'approvisionnement local, des espaces de conservation, etc. Donc, ça peut faire partie de la réflexion de l'entreprise de fournir ce qui est nécessaire pour aller plus loin. Et il y a moyen de vérifier aussi les avancées, d'inclure dans le devis les audits qui peuvent être effectués pour évaluer que notre fournisseur là, remplit bien les exigences. Mais il faut que ça soit déterminé à l'avance pour que ce soit acceptable. Donc, voilà. Donc, je vous ai fait un portrait quand même assez rapide de comment ça se fonctionne quand on est un milieu de travail à la recherche d'un fournisseur. Maintenant, je vais laisser Mathilde présenter les étapes qui s'appliqueraient à un fournisseur qui est en place puis qui lui-même veut améliorer, aller chercher plus d'approvisionnement local et éco-responsable. C'est ça. On essaie avec la fiche, en fait, on a 2 fiches qui présentent un peu les 2 côtés de la médaille, mais c'est quand même intéressant pour le fournisseur de connaître un peu le côté de la médaille, comme Dominique vient de si bien l'expliquer, de comment un peu la façon de penser idéale ou la démarche qu'on vous conseille. Là, ça serait de votre côté aussi. Donc, vous allez retrouver quand même les mêmes éléments que ce que vous avez. Si vous voulez satisfaire votre clientèle, vous allez être en mesure de répondre aux besoins que Dominique a demandé ou aux attentes. Puis, c'est ça. Puis vous avez comme un rôle aussi, là, si vous voulez vous impliquer au sein de certains comités, participer à des événements, mettre de l'avant votre équipe de travail dans votre milieu et de le faire conjointement avec l'établissement pour lequel vous offrez un service, bien, c'est vraiment profitable pour les deux. En tant que fournisseur, c'est sûr que si vous êtes bien entouré, que vous êtes structuré avec un programme, la plupart d'entre vous sont au programme Aliments du Québec au menu. Utilisez-le, mettez-le de l'avant, profitez-en pour changer vos menus, analysez vos processus d'achat. C'est vraiment d'essayer de voir votre offre globale alimentaire pour qu'elle soit encore le plus local et éco-responsable possible. Ça vous permet de satisfaire en même temps aux demandes qui vont émaner du côté de votre clientèle. On a vu beaucoup dans les fournisseurs de services alimentaires, ça arrive souvent que les équipes de travail en place ne sont pas au courant qu'il y a un effort qui est fait au niveau de l'approvisionnement local. Fait que ça serait aussi de vraiment communiquer votre appartenance à votre démarche, de parler de ce que vous faites auprès de votre milieu, auprès de votre équipe, mais aussi de votre client. Un des trucs aussi, c'est vraiment, pour ça, c'est faciliter au jour le jour, ça serait vous doter d'outils au sein, vraiment pour directement travailler avec les fournisseurs alimentaires pour leur dire, bien, vous faites partie d'un programme qui vous propose une offre de services, une offre de produits alimentaires québécois en plus grand nombre, que c'est important pour vous de vraiment afficher vos couleurs aussi. Un peu la même chose que Dominique a disait, vos valeurs, de les imposer dans le milieu aussi. Puis d'essayer d'accompagner vos gestionnaires de chacune de vos unités avec, comme par exemple, bien identifier dans vos catalogues lesquels produits, proposer des recettes 100% Québec qu'ils peuvent utiliser dans différentes unités. Fait que c'est vraiment tout un travail de rayonnement de vos actions que vous faites souvent à travers disons, le bureau chef ou la maison mère, mais essayer de vraiment le faire rayonner puis d'aider chacun de vos gestionnaires d'unités pour le faire encore plus. Puis vous allez être capable de trouver comme fiche la marche à suivre, qui est une plus petite fiche qui vous donne encore plus de trucs et de démarches que vous pouvez faire pour encourager l'alimentation locale dans vos
service. Oui. Alors maintenant, on cède la parole à Maude. Oui, je vais poursuivre avec une partie que vous allez retrouver dans cette fiche sur le milieu de travail, mais en fait dans toutes les fiches pratiques qui ont été faites. C'est une partie bon à savoir qui va vous donner, déjà va vous permettre d'avoir un supplément d'informations pour susciter la réflexion, mais va aussi vous permettre de vraiment réaliser les étapes qui viennent d'être citées par Dominique et par Mathilde. La première étape, enfin la première chose qui est bonne à savoir, ça peut paraître un peu bête au premier abord, mais c'est vraiment éviter les incohérences, notamment dans le devis. Et il faut vraiment faire attention au niveau des clauses qui sont dans le devis. Donc là, c'est plutôt un bon à savoir qui s'adresse plus au milieu qu'aux fournisseurs. Mais en tant que fournisseur, vous pouvez aussi vous rendre compte des incohérences qui sont dans le devis. Il faut éviter donc d'avoir des clauses qui sont contradictoires entre elles. Je vais donner un exemple que vous pouvez retrouver dans la fiche. Si par exemple vous demandez pour une question de diversification de l'alimentation, ce qui est tout à fait logique, d'éviter d'avoir le même légume plus d'une fois toutes les 2 semaines, qu'en plus ces légumes doivent être biologiques, locaux, doivent être en plus de saison et de couleur foncée. Ça fait beaucoup de clauses et au final, arrivé à l'hiver, ça va être très difficile de répondre à toutes ces clauses en même temps. C'est même impossible. Donc, il faut vraiment prendre en compte toutes les clauses ensemble et voir globalement pour éviter qu'elles soient contradictoires, puisque là, en fait, vous allez pas réussir en fait à faire votre démarche et à aboutir à un résultat convaincant. Donc ça, c'est la première chose importante. La deuxième, c'est quand vous allez commencer vos différentes étapes, vous allez peut-être être découragé assez vite parce que vous allez vous rendre compte que ça demande beaucoup de temps, qu'en plus ça demande une charge de travail assez importante, ça demande d'augmenter le nombre de fournisseurs, augmenter le nombre de factures, le nombre de livraisons, de bons de commande. Donc ça peut paraître être un travail qui est très important et ça l'est, mais les résultats sont vraiment payants, les résultats vont vraiment être super importants. Aussi bien pour l'image positive que vous allez pouvoir émettre, c'est aussi l'occasion de vous démarquer, c'est aussi une source de visibilité, et ça aussi bien pour le milieu de travail que pour le fournisseur. Et puis, bien sûr, toute la démarche que vous allez mettre en place est bonne à la fois pour l'environnement et pour votre client, pour la santé physique de votre client. Suite à la partie bon à savoir, on a une deuxième partie qui est intitulée trucs et astuces. Donc cette partie de trucs et astuces à chaque fois donc qui est aussi disponible dans toutes les fiches et aussi dans celle du milieu de travail, va vous donner des petits trucs et astuces pour premièrement avoir plus de budget, c'est-à-dire faire des économies sur le long terme. Tout en ayant un impact positif sur l'environnement et en pouvant aussi faire des économies et réinvestir vos économies dans une alimentation plus locale et éco-responsable. Ici, je vais vous donner 3 exemples. Vous pouvez en trouver d'autres dans la fiche, évidemment. Le premier exemple, c'est bonifier l'offre de repas végétariens. Peut-être que, j'imagine que vous le savez, le secteur de la viande est vraiment un secteur qui est extrêmement polluant, qui émet autant de gaz à effet de serre que le secteur des transports. Donc évidemment, réduire la consommation de viande et donc proposer des repas davantage végétariens ou alors avec moins de viande va avoir un impact positif sur l'environnement, mais va aussi avoir un impact positif sur votre porte-monnaie puisque ça va vous permettre d'agrandir votre pouvoir d'achat. Ça, c'est la première chose importante. La deuxième, c'est que ça va aussi vous permettre de diversifier vos repas, d'avoir des repas avec, par exemple, mi-viande, mi-légumineuse, ce qui peut être aussi bon pour la santé de vos clients. Le deuxième point, ça serait réduire les achats de produits transformés. Alors là, c'est quelque chose qui peut vous paraître pas forcément positif pour votre porte-monnaie, mais plus peut-être pour la santé de vos clients. Donc évidemment, avoir des produits moins transformés est positif pour la santé. C'est des produits qui seront meilleurs pour la santé. Mais aussi, comme l'a montré l'exemple du CHUM, donc le CHUM, certes, ce n'est pas un milieu de travail, mais par contre, c'est un milieu hospitalier qui est suffisamment gros pour vous prouver que c'est possible, et même à une grosse échelle pour une grosse entreprise, par exemple, ça peut être positif. En fait, ce qu'a fait le CHUM, c'est qu'ils ont essayé de limiter leur achat de produits transformés et d'aller
plus vers une fabrication fait maison de ces produits transformés. Et ben, ça leur a vraiment permis de faire des économies. Donc c'est quand même vraiment très positif de limiter l'achat de produits transformés. Et enfin, le dernier exemple, c'est éliminer les contenants jetables. Encore une fois, là, c'est la même chose. Sur le court terme, évidemment, ça va vous coûter quelque chose. Mais sur le long terme, acheter de la vaisselle et puis pas avoir à chaque fois à acheter des contenants jetables, ça va vous faire des économies et c'est positif pour l'environnement. Donc, vous allez pouvoir trouver d'autres exemples dans la fiche qui, à chaque fois, sont positifs pour votre porte-monnaie et pour l'environnement et la santé de vos clients. Et enfin, la partie trucs et astuces va vous expliquer un certain nombre de démarches, un certain nombre de pratiques que vous pouvez mettre en place pour favoriser l'achat d'aliments locaux et saisonniers et pour bénéficier de rabais au volume, notamment en mettant en place des espaces de congélation plus gros, plus d'espaces d'entreposage de type chambre froide, etc. Ces recommandations-là qui sont dans la fiche, en tant que milieu de travail, vous pouvez très bien les exiger ou alors les demander dans le devis lors de l'appel d'offres. Je vais maintenant laisser la place à Dominique pour vous parler plus précisément d'un milieu inspirant. Merci Maud. Donc, toujours dans la fiche, il y a une section qui est réservée à des portraits de démarches qui ont été effectuées dans les différents milieux. Donc, pour le milieu de travail, étonnamment, on a eu de la difficulté à trouver un exemple en milieu en gestion contractuelle parce que souvent, bravo à vous les fournisseurs, c'est souvent vous qui, jusqu'à maintenant, dans l'expérience qu'on a rencontrée, qui amenez ces démarches-là au sein des entreprises. Donc, ce qu'on cherchait, c'était vraiment un milieu de travail qui avait entrepris lui-même la démarche et on a finalement dressé des portraits de milieux de travail en autogestion malgré tout. Donc, je vais vous présenter brièvement, vous introduire un milieu inspirant qui est le campus SAQ. Donc, je vais l'introduire brièvement, mais ensuite, on va avoir notre invité, M. Alain Girard, qui va pouvoir compléter et aussi vous parler du travail qu'il a réalisé au-delà de son accompagnement du campus SAQ. Donc, comment ça s'est passé dans ce milieu-là? Donc, c'est déjà pour vous dresser le contexte, c'est un employeur qui a plus d'un millier d'employés qui travaillent 3 quarts de travail, jour, soir, nuit. Et les repas sont disponibles de jour et il y a des distributrices dans lesquelles sont laissées là, justement des préparations qui ont été faites par le service alimentaire autogéré en journée. Donc, les employés peuvent s'alimenter auprès de leur service alimentaire 24 heures sur 24, que ce soit à la cafétéria ou dans les distributrices. Donc, les brefs éléments de leur démarche, il y avait amorcé de leur côté un virage vert à l'automne 2019 et plusieurs actions avaient été entreprises. Donc, on avait pensé au retrait, on avait justement agi en retirant les contenants à usage unique. Il y a eu de la distribution de tasses réutilisables et autorisé aussi les employés à utiliser leurs propres plats réutilisables. Je sais pour avoir parlé avec le responsable que la COVID-19, la crise actuelle a comme un petit peu justement là, ramené certaines pratiques, mais l'objectif était justement de s'en aller vers ça. Au même moment, un projet pilote a été proposé par l'ITHQ et son Gastronomic Lab. Et c'était un projet d'analyser les achats pour pouvoir, et aussi c'est un projet en 2 phases. Donc, il y avait tout un aspect analyse des achats, développement de recettes locales standardisées pour éventuellement aussi arriver à augmenter la part d'approvisionnement local et éco-responsable. Puis, je tiens à dire que ce projet-là était en partenariat avec Aliments du Québec. Ensuite, pour ce qui est de l'objectif, c'était vraiment d'atteindre les critères de la reconnaissance Aliments du Québec au menu. Et pour ce faire, on allait procéder à la quantification de la proportion d'aliments locaux qui, d'ailleurs, a été une étape primordiale. Comme le dit Maud, ça peut demander du temps, ces démarches-là, et l'aide d'un projet connexe avec une organisation comme les THQ, ça a vraiment permis d'aller plus rapidement puis de limiter l'augmentation de la charge de travail. Donc, si on peut dire, les ingrédients clés qui sont ressortis de cette expérience-là, c'est vraiment, il y avait une volonté d'amélioration jumelée à un accompagnement. Donc, il y avait de la motivation de l'entreprise et de l'équipe et un intérêt de la clientèle. Donc, tous ces ingrédients mis ensemble étaient un gage de réussite pour aller de l'avant avec un projet comme celui-là. Et je vous laisse avec le conseil du contremaître du service alimentaire qui, pour lui, nous dit que l'achat local, c'est quelque chose de primordial, puis il croit bien que ce sera un levier dans la reprise économique
qu'on devra effectuer dans les circonstances actuelles et que pour lui, la qualité des produits du Québec sont indéniables. Il faut les mettre de l'avant. Ils sont superbes. Alors ça, c'était son commentaire. Donc, comme vous l'avez vu, il y a différents aspects qui sont présentés dans la fiche. Un portrait, les ingrédients de réussite, des conseils. Il y a d'autres portraits dans la fiche qu'on vous invite à aller visiter. Et j'introduis dès maintenant notre invité, M. Alain Girard, qui faisait partie de ce projet-là et qui va pouvoir compléter et nous amener un peu plus loin. Bonjour Alain. Bon. Oui, juste ouvrir le micro, je pense que vous l'avez refermé. Et c'est vous qui devez ouvrir ma vidéo, à moins que vous ne vouliez pas l'ouvrir. Ah, oui, Mathilde. Non, désolée. Moi, je ne peux pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour tout le monde. Donc on m'entend bien parce que j'ai changé mon microphone récemment, donc je veux juste voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien. Ben, merveilleux. Bon, OK. Alors, donc oui, nous, on est intervenus pour l'aspect quantification des achats. C'est-à-dire, il y avait d'abord ce projet-là de développer, je crois qu'on était à 25 recettes ou quelque chose comme ça. Mathilde me corrigera. Et voilà donc la question qui se posait pour nous à la recherche au Gastronomic Lab, c'est bien, est-ce que c'est possible? Est-ce que les approvisionnements rendent possible d'être capable de préparer à l'année longue des recettes qui seraient constituées à majorité d'aliments du Québec? Donc, alors, on a procédé au calcul, à la quantification de ces achats-là. Alors là, on a ici une représentation graphique. Et puis, pour vous montrer un peu, pour voir un peu comment ça peut travailler, je vous ai donné un comparatif avec un autre projet pilote qu'on a fait aussi dans le cadre, disons, du même projet, là, qui était de développer des recettes et de quantifier les achats de 2 cafétérias. L'autre cafétéria, c'est celle de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, des députés, des ministres, des fonctionnaires, des agents de sécurité, tous ces gens-là qui vont manger à la cafétéria. Donc, et puis, c'est 2 cafétérias pour les besoins de la cause qui se ressemblent beaucoup. Ils servent environ 250-300 repas par jour, là. Donc, c'est des volumes d'achats qui sont relativement comparables, qui sont même très comparables. Donc, un est situé à Montréal, la SEQ, quelque part près du pont-tunnel. C'est l'ancien site des futailles, là. Alors, il y a à la fois les entrepôts et la maison mère de la SEQ qui est là. Puis, bon, évidemment, l'Assemblée nationale, on sait elle est où. Alors, donc, voilà. Alors, on voit ici, je ne reviendrai pas en détail, mais on a quand même travaillé avec un outil assez sophistiqué, mais qu'on a dû construire au fur et à mesure. Là, on était déjà parti d'une base que j'expliquerai aux gens intéressés éventuellement, mais de toute façon, on s'en vient avec une proposition qui va aller au-delà de cet outil-là un petit peu difficile à conduire. Je le dirai à la fin de ma petite présentation. Donc, oui, alors on avait un outil dans lequel on avait déjà quelque chose comme 8500 produits de répertoriés avec dans différentes catégories. On les voit apparaître ici, elles ne sont pas toutes là, mais on a par exemple les œufs, viande et volailles, mets préparés, produits laitiers, fruits et légumes, produits végétariens et fruits de mer. On a enlevé quelques catégories dont les provisions. Et oui, voilà, oui, c'est ça, les provisions, entre autres, et puis la boulangerie puis les boissons. Donc, parce que boulangerie, boissons, entre autres, parce que ça trichait trop la moyenne vers le bas, là. Et puis, donc voilà, puis les fournisseurs, on n'avait pas tous les factures des petits fournisseurs de boulangerie. Donc, alors, voici les résultats que ça peut nous donner. Sautons tout de suite dans les résultats, là, puis comme je vous ai dit, je vous expliquerai pour ceux qui sont intéressés un peu plus à la mécanique de tout ça, puis quels sont les éléments qui sont à l'intérieur des catégories qu'on voit, parce qu'évidemment, les catégories qu'on voit là sont constituées de beaucoup de sous-catégories, là, surtout si on va dans les mets préparés ou même les produits laitiers. On a plusieurs produits qui constituent chacun de ces catégories-là. Mais chacune des sous-catégories a été évaluée et a été classée si c'était un produit du Québec, c'est-à-dire que c'était un fruit, un légume qui avait poussé au Québec, ou c'était un peu avec le même raisonnement que l'Aliment du Québec, est-ce qu'il était préparé au Québec, transformé au Québec.
Donc voilà. Et on a, pour les besoins de la cause ici, pas utilisé une définition tout à fait québécoise du local. On était plus sur une démarche de kilomètres du lieu d'achat et je crois qu'on était sur à peu près 500 kilomètres. Donc, pour Montréal, l'Est de l'Ontario pouvait être inclus comme local puisqu'on avait retenu aussi les food miles, si on veut, dans notre modèle. Mais après on peut le définir comme on veut, le local, puis ensuite faire fonctionner son outil de calcul selon les paramètres qu'on l'a donné. Mais nous, on l'a paramétré en incluant l'Est de l'Ontario parce qu'en 1h30, 2 heures de route, on peut amener les produits sur Montréal. Donc, c'est même plus près que Québec. Donc, voilà, alors, ça dépend de la logique qu'on utilise. Alors, à droite, je veux juste voir. Donc, on va commencer par la gauche plutôt. Alors, c'est le parlementaire. Donc, commençons par la SEQ qui est à droite, effectivement, sur la figure 2. Alors, on voit que, par exemple, allons tout de suite à la colonne verte qui nous dit que toutes les catégories font une moyenne de 27 %. C'est-à-dire que selon les données qu'on avait, 27 % des achats totaux de la cafétéria de la SEQ sont d'origine québécoise ou est-ontarienne ici, dans ce cas-ci. Alors, donc, on voit, ce qui est intéressant, on voit des endroits où ça va bien, comme les œufs ou même les mets préparés à la rigueur. Déjà, quand on tombe dans les produits végétariens, on approche de la moitié. Mais là, après, les fruits et légumes, les produits laitiers, viande et volaille à 30, 23 et 19 %. Ce que ça nous indique, c'est qu'il y aurait du travail à faire pour voir est-ce qu'il y a des sous-catégories à l'intérieur de ça qui sont sous-performantes pour réussir à augmenter son pourcentage d'achat local. Alors, ce que ça nous cible ici, c'est tout de suite, ça me donne des objectifs sur quoi je vais mettre mon énergie en premier. Certainement pas sur les œufs, ni même sur les produits préparés. Pour l'instant, ma performance est très bonne. On inclut aussi les fruits de mer à l'intérieur. Vous voyez que c'est dans les deux cas. D'ailleurs, si vous voyez à gauche, c'est le restaurant de l'Assemblée nationale, pas le restaurant, pardon, la cafétéria. Donc, qui score un peu mieux, mais c'est très, très, très faible. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on sert du poisson et ou des fruits de mer, parce que les fruits de mer, les poissons sont inclus là-dedans, ce qu'on comprend, c'est qu'ils ne viennent pas du Québec. Mais ça, c'est toute une autre problématique là, qu'on n'ouvrira pas ici aujourd'hui, mais sur laquelle on travaille au Gastronomic Lab, c'est de comprendre pourquoi on n'a pas de poissons du Québec ou c'est si difficile de les avoir sur les marchés à chéri. Stay tuned. Mais donc voilà. Alors, puis si on regarde le même graphique, l'autre côté qui est celui de la cafétéria de l'Assemblée nationale, là, on voit on a quand même une meilleure performance globale à 62 % pour ce qui est de l'ensemble de ces achats. Mais jusqu'aux produits laitiers, on est en haut de 75 %, 100 % pour les œufs, 90 % pour la volaille, les mets préparés sont à 85 %, 76 % pour ces produits laitiers. Donc, là où on est moins performant, c'est les fruits et légumes et les produits végétariens, mais on est plus performant sur les fruits et légumes quand même que la contrepartie de la SEQ à Québec. Donc, voilà. Par contre, je voulais juste vous dire qu'ici, on n'avait pas mis la catégorie provision. Et la catégorie provision est une catégorie un peu fourre-tout, mais dans laquelle on retrouve toutes les choses qu'on achète en boîte, comme les tomates en boîte, par exemple. Ils en font vraiment une grosse consommation. Donc, si on ajoutait les provisions voyons, à ce que je vous donne là, et qu'on enlevait les fruits de mer parce qu'on sait de toute façon que c'est difficile d'en avoir du Québec, ça changerait quand même les chiffres. Alors, si j'enlève juste les fruits de mer, l'Assemblée nationale montrait à 70 % d'achat local, oui, et la SAQ montrait à 47,8 %. Et si j'ajoute les provisions en plus, parce que là, la SAQ score très bien au niveau des provisions à 65 %, j'espère que je ne vous perds pas trop. Alors, si on enlève les fruits de mer et on rajoute les provisions, on se ramasse avec des chiffres à 56,4 % pour la SAQ et malheureusement, la SNAP descend à 52,4 % à ce moment-là. Donc, c'est un peu pour dire des chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais
Oui, mais ce n'est pas nécessairement mauvais. Ça veut juste dire que ça nous aide à dire, OK, sur quoi j'ai envie de travailler? Qu'est-ce que je veux privilégier? Où il y aurait de la place pour de l'amélioration plus facile au début, puis ensuite rentrer dans des choses plus difficiles. Et puis, je reviendrai à ce que vous avez dit au début. Si on veut être capable de dénouer ça, il faut parler avec ses distributeurs pour voir d'où vient la difficulté. Puis moi, une hypothèse que j'ai de travail, puis on va aller travailler avec la SAQ pour essayer de les accompagner là-dedans, c'est qu'ils achètent beaucoup de produits qui sont labellisés ou qui portent la marque de fabrique de leur distributeur, qui est un grand distributeur. Et je pense qu'ils n'identifient pas la provenance de ce qu'il utilise, et entre autres, les produits laitiers. Donc, c'est pour ça qu'il est très, très, très sous-performant au niveau des produits laitiers à la SAQ. Mais probablement qu'en éclaircissant les choses avec son distributeur, son gros distributeur, il pourrait probablement décider d'acheter ses produits laitiers ailleurs ou de demander à son distributeur de mieux étiqueter ces choses, puis peut-être qu'il y a plus de produits québécois qui pensent. Donc, voilà en gros ce que je pourrais vous dire, mais voilà un outil qui est intéressant pour évidemment cibler des choses. Je finis peut-être en disant qu'on va en développer un outil comme celui-là, que je ne vous ai pas montré, mais qui nous a permis de produire les données qu'on voit à plus large échelle. Donc, on est en train de déposer une demande de projet qu'on a très bon espoir d'avoir, qui sera un outil de calcul qui vous donnerait des analyses comme celle-là et plus détaillées encore si vous voulez, et qui sera une application web dont tout le monde pourrait se servir, c'est-à-dire autant les gens qui sont en autogestion, qui sont en CPE ou qui sont en gestion partagée, là, que Cisco, un Aramark ou voilà. Là-dedans, ça fonctionnerait très bien pour analyser ça. Donc, vous allez en entendre parler, bien entendu, entre autres par le billet d'équitaire, entre autres, qui est associé dans ce beau voyage-là. Et donc, voilà. Mais on pense que l'outil serait disponible dans 2 ans, mais même d'ici là, dans 1 an, on aura déjà un prototype là, qui va pouvoir fonctionner. Voilà en gros. Merci beaucoup, M. Girard. C'est super. On voit vraiment bien en chiffres comment calculer. Puis on voit aussi, là, grâce à tout ce que vous avez pu ressortir des calculs, à quoi ça sert de faire un peu l'analyse de ces achats. C'est une partie quand même assez importante, c'est une partie grosse. Même nous, à Aliments du Québec, on s'en sert ensuite pour obtenir les reconnaissances et tout. Donc, ça peut vraiment là, vous aider. Puis, c'est ça, on est tous ensemble. Là, ça montre bien aussi l'ITHQ avec Équiterre, avec nous, avec les entreprises. On essaie là, de collaborer ensemble pour que vous ayez le plus d'outils possible pour pouvoir effectuer les changements au bon endroit et de la bonne façon. Pour justement vous accompagner, là, je viens de nommer un peu plusieurs de nos partenaires qui se retrouvent dans la fiche à la section ressources. Il y a évidemment Équiterre, qui est là vraiment là, avec vraiment beaucoup un service conseil qui a des années d'expérience, qui connaît vraiment bien le milieu. Je pense que Dominique vous le démontre très bien. Et ça peut vous permettre vraiment d'aller un petit peu plus loin dans votre démarche. Il y a aussi le Programme Aliments du Québec au menu. Plusieurs fournisseurs actuellement de services alimentaires, Sodexo, Aramark, Compass, Laniel, les plus petits, les plus gros, sont inscrits au programme. Pour la plupart, vous êtes inscrits sous la forme avec des recettes. Donc, si jamais vous envisagez de vous lancer dans une analyse un petit peu plus approfondie de votre pourcentage, sachez, on est là, on est prêt quand vous l'êtes. Puis ça vous permettrait là, ensuite d'aller peut-être bonifier votre catalogue avec les produits d'ici. Il y a aussi d'autres certifications qui sont vraiment des certifications plus en développement durable, mais qui, dans chacune dans leur globalité, intègrent là, l'alimentation locale dans leurs critères. Puis, il y a toujours l'étape de concertation bioalimentaire du Québec qui est une petite richesse pour vos régions. Des fois, j'aimerais ça voir le pourcentage de poissons en Côte-Nord ou dans le Bas-Saint-Laurent par rapport à une entreprise. C'est des informations, des supports que les tables de concertation peuvent vous aider, qui peuvent être un petit peu plus calqués sur où vous vous trouvez. Je vais laisser la parole ensuite dans toutes les ressources qu'il y a à la fin. Il y a aussi des répertoires et d'autres infos. Je laisse Maude vous les présenter.
Oui, donc concernant les différents répertoires, en fait, vous allez pouvoir, dans cette section-là, qui est située toujours sur la page ressources à la fin de la fiche, avoir des listes aussi bien de fournisseurs avec l'apport d'équiterre, par exemple, la liste des fournisseurs d'aliments locaux et éco-responsables, aussi l'aide du MAPAC avec des listes de production animale et végétale du Québec, le répertoire d'aliments du Québec. Vous allez aussi pouvoir vous faire un réseau avec par exemple William Coop ou Fraîcheur Québec, les réseaux des fermiers de famille. Voilà, donc c'est vraiment une ressource très importante qui va pouvoir vous aider aussi bien pour trouver des aliments frais, que ce soit des végétaux, des légumes, des aliments de la mer, mais aussi vraiment vous créer un réseau. Pour tout ce qui est outils pratiques, je laisse la parole à Dominique. Alors, c'est une section une portion de la section ressources. C'est ici que vous allez retrouver justement, à chaque fois que vous avez vu le petit icône outils dans la fiche, on vous réfère à cette page-là qui vous lie aux documents concrets qui peuvent vous aider, comme l'exemple de devis technique dont je vous ai parlé du Collège de Rosemont, des exemples de normes relatives au développement durable qui font partie, par exemple, de la politique de l'Université Concordia. Donc, on est allé intermilieu parce que ça peut être autant aidant que si ça venait du milieu de travail dans ce genre de documents-là qu'on souhaite rédiger. C'est vraiment intersectoriel ce qu'on peut aller chercher comme ressources. Il y a aussi le guide des menus durables. Donc, c'est justement si on veut réfléchir au-delà du local, qu'est-ce qui vaut la peine de changer dans nos menus pour aller vers une alimentation plus durable? Il y a un grand travail qui a été effectué par la communauté de pratique Nourrir la santé. Puis ce document-là peut vraiment vous aider à faire des choix quand on dit prioriser certaines sections, certaines catégories de produits. Bien, avec ce guide-là, c'est possible de le faire. Il y a aussi des outils concrets comme justement le tableau de quantification d'aliments du Québec au menu, donc l'outil qui est actuellement disponible pour faire la quantification. Comme l'a dit M. Girard, un nouvel outil performant sera disponible dans 1 an ou 2, mais il y a quand même un outil actuellement qui permet de le faire avec le soutien d'Aliments du Québec au menu, donc ça vaut la peine de le faire dès maintenant. Puis éventuellement, on attend toujours la COVID a ralenti quelques-uns de quelques projets qui devaient voir le jour au printemps, à l'automne, mais qui s'en viennent. Donc, la publication de recettes locales standardisées qui pourraient justement vous être accessibles pour vous aider dans la modification de vos menus ou d'avoir plus de recettes certifiées à votre actif. Et encore une fois, là, pour tout ce qui est la conservation des produits, à l'intérieur de vos installations. On a travaillé avec des producteurs qui ont développé, suite à leur expérience avec les hôpitaux du CHUM et du CHU Sainte-Justine, des conseils de conservation adaptés à lorsqu'on reçoit des arrivages de produits locaux et très frais, comment optimiser la conservation. Là. Donc, ça peut valoir la peine aussi. Donc, voilà ça. Sinon, pour les documents de référence, selon les fiches, on a varié. Là, vous avez un exemple de ce qui peut être disponible, mais ça peut être des lectures intéressantes qui vont vous permettre d'aller plus loin justement dans vos démarches. Donc, voici ce qui est inclus dans la section ressources. On arrive à la période de questions. Comment ça va fonctionner? Si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le chat. On va les lire et y répondre pour pouvoir justement permettre à tous d'avoir les réponses. Alors, je ne sais pas s'il y en a déjà. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Vous pouvez nous joindre en tout temps là, avant. Vous êtes habitués, je pense, là, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. On va aussi mettre en ligne et vous faire parvenir le lien pour revoir la rediffusion et aussi pour accéder aux fiches pratiques pour le milieu de travail, mais aussi celles de mise en place pour les gestionnaires. Toujours pas de questions? Toujours pas de questions. Je pense qu'on a été super clairs. Donc, on termine, on s'auto-remercie, comme on aime si bien le dire. Je remercie beaucoup Équiterre pour le grand travail qu'ils ont fait à l'élaboration des fiches pratiques puis à la co-organisation des webinaires comme on fait actuellement. Puis aussi le MAPAC, évidemment, là, qui nous soutient dans tout ce projet-là, qui s'intègre pour une augmentation de l'approvisionnement local dans les institutions. Et bien, moi, je remercie Aliments du Québec qui nous soutient dans nos actions, donc la réalisation de fiches pratiques et autres activités que l'on mène pour amener les institutions à augmenter leur potentiel d'approvisionnement local et éco-responsable. Et on vous remercie vous-même d'être présent à cet atelier et on vous invite vraiment à consulter les fiches, les utiliser, nous contacter, comme dit Mathilde, pour aller plus loin si vous avez des questions. N'hésitez pas. Merci.
Merci.